Donc, débutons. J'ai le grand plaisir bien de retrouver mon ami et ma comparse pour pouvoir animer ce premier webinaire de la saison après les vacances. Et eh bien, nous avons choisi le thème de l'épuisement parental. Alors, on espère qu'à la fin du mois de septembre, nous ne sommes pas encore tous et toutes épuisés, mais en même temps, quand on voit le marathon du mois de septembre, eh bien, on sait que c'est déjà compliqué. Alors, je vous disais que j'ai la chance de co-animer ce soir ce webinaire avec Sophie Benkemoun, qui est la fondatrice de l'Atelier des parents et que j'ai rejoint pour fonder APCOM, apprendre à communiquer. Alors Sophie, vous la voyez à l'écran, c'est la petite bonne femme rousse et vous la voyez aussi sur votre écran. Elle est toujours rousse et elle est médecin de formation. Elle a 3 garçons qui sont aujourd'hui plutôt grands et c'est quand elle était aux États-Unis, eh bien, qu'elle a découvert une autre façon de communiquer, une autre façon d'être en interaction avec ses enfants. Elle a ramené cette méthode en France. J'ai eu la chance, la grande chance de la connaître à ce moment-là. Et depuis, ça fait maintenant 15 ans qu'elle travaille dans le domaine de la formation, de l'accompagnement à la parentalité, pour faire en sorte que le maximum de personnes, que ce soit des parents ou des professionnels, puissent bénéficier de tous ces outils qu'elle vous présentera rapidement juste après. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je vais avoir le privilège de vous présenter mon amie et mon associée Nadège Larcher. Donc, Nadège comme elle vous l'a expliqué, on s'est rencontrés en atelier puisqu'elle est venue en tant que maman, mais ça a été très rapidement une évidence, vu son engagement dans cette communication bienveillante, et bien, que nous allions travailler ensemble, d'autant plus que Nadège est psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent. Elle donne d'ailleurs, au-delà des formations qu'elle donne à mes côtés, des conférences, etc., elle est aussi chargée de cours à l'université de psycho à Tours. Elle est aussi une maman de 3 enfants qui sont un petit peu plus jeunes que les miens, mais qui lui donne, comme ça a pu me donner à une époque, un petit laboratoire maison. Et voilà, et puis toutes les deux, eh bien, on essaye, comme elle l'a bien dit, en fait, d'outiller toute personne qui vit et ou travaille avec des enfants, quel que soit leur âge. Donc, qui vit avec des enfants, les parents, et puis qui travaillent, tous les professionnels, petite enfance, enfance, adolescence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un problème de micro, voilà. On essaye d'aider les parents grâce à des ateliers ou des conférences. Donc, pour les ateliers, on forme des formateurs sur différentes thématiques qui eux-mêmes, à leur tour, pourront cheminer aux côtés de groupes de parents lors des ateliers petite enfance, enfance, adolescence. On travaille aussi avec les profs, donc vraiment tout âge, maternelle, primaire, collège, lycée, pour de la formation ou des conférences. En entreprise, alors parfois c'est sur la thématique de la parentalité, ça peut se faire sur le temps de midi, par exemple. Il y a des entreprises qui organisent des conférences pour les salariés, ou bien sur la communication en entreprise. Donc là, on n'est plus dans la parentalité, mais entre pairs, PAIRS. Et puis donc, l'atelier des animateurs, pour former des animateurs qui pourront, comme je l'ai dit, eux-mêmes animer à leur tour. On fait des conférences, on fait des ateliers, mais on a aussi une branche édition. Donc, on édite notre propre matériel pédagogique. On a tout écrit en équipe d'ailleurs, parce qu'on a une petite équipe de formatrices qui travaillent avec nous depuis des années. Et on fait toujours ça en équipe, en groupe. Une branche édition avec des livres qui s'adressent aux parents ou aux professionnels, et puis des livres qui s'adressent aussi aux enfants plus jeunes. Et puis, nous sommes partenaires pour le développement d'une application qui s'appelle MyTwiga. C'est une application d'éducation au numérique,
En fait, l'idée, c'est, juste en 2 mots, c'est dédié aux adolescents primo-accédants au téléphone ou jeunes utilisateurs, on va dire, et avec une application extrêmement ludique. C'est pas du tout du contrôle parental. Eh bien, on leur apprend à, mieux maîtriser, internet, et on leur apprend les risques, les dangers. On leur apprend à monter en compétences d'une manière très ludique, et parallèlement, eh bien, les parents sont au courant un petit peu des progrès ou pas de l'adolescent. Et puis, nous, l'atelier des parents, eh bien, on intervient pour essayer d'outiller les parents pour aller communiquer sur ces thématiques d'internet ou autres avec leurs adolescents quand il y en a besoin. Voilà pour un petit peu le panel de tout ce qu'on fait chez APECOM. Alors, ce soir, nous allons donc parler d'épuisement parental, mais pour parler d'épuisement parental, il faut parler de parentalité. Alors, la notion de parentalité, elle a beaucoup évolué, elle a évolué dans nos sociétés au cours eh bien, des derniers siècles, des dernières années même. Avant, on parlait de parenté, et c'est seulement après qu'on a commencé à parler de parentalité. Et si vous regardez l'évolution dans notre société, eh bien, l'évolution de l'autorité dans notre société a ouvert la voie ou a été suivie par l'évolution de l'autorité dans nos familles. Alors, c'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, eh bien, nous avons eu le pouvoir absolu d'un roi. Et dans la famille, il y avait ce qu'on appelait la puissance paternelle, c'est-à-dire que le père avait toute puissance, droit de vie et de mort sur ses enfants, sur sa femme, sur ses esclaves. Il n'y avait aucune autorité au-dessus de lui. Et puis, dans les années 1800, les années 1900, il y a eu des tentatives dans notre pays de monarchie constitutionnelle, de république qui n'a pas fonctionné très longtemps. Et le Code civil de Napoléon va pour la première fois mettre une limite à cette puissance paternelle, puisqu'on va commencer à parler d'autorité paternelle, c'est-à-dire que l'on va considérer qu'au-dessus du père, eh bien, il y a une loi supérieure, il y a une instance qui doit protéger, et cette instance, c'est le droit ou c'est l'État. Et pour finir, eh bien, 1871, 1881, l'arrivée de la République en France. Alors là, il faudra beaucoup plus de temps, hein, puisque ce n'est qu'en 1970, hein, donc il y a 50 ans, juste 50 ans, que l'autorité parentale a été mise en place. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que hommes et femmes, aujourd'hui, en tout cas les deux parents, donc ça peut être aussi les deux parents d'un même sexe, mais les deux parents aujourd'hui se voient reconnaître le même droit, les mêmes droits et devoirs d'autorité sur la famille. Alors, ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment un changement essentiel, un changement qui va faire que les deux membres du couple vont au fur et à mesure s'investir de façon identique dans la vie familiale. Et quand même, juste pour insister, 50 ans, c'est très peu, c'est à peine 2 générations. Donc ça veut dire que même si aujourd'hui nous avons une autorité parentale conjointe, il y a encore, vous le voyez, des habitudes, des images, des stéréotypes, hein, qui sont encore très présents et qui viennent, on en parlera peut-être un petit peu, mais encore nous perturber, qui viennent encore chatouiller notre parentalité et qui font que parfois peut-être nous doutons de certaines choses ou d'autres. Alors, en parallèle de cette évolution de la vision de l'autorité et de l'évolution de la famille, la vision de l'enfant a aussi beaucoup évolué et a changé. Alors déjà, il faut garder en tête, hein, qu'il y a encore 50 ans, il y avait encore beaucoup de grossesses non désirées. Il n'y avait pas la possibilité pour les parents encore de choisir s'ils voulaient des enfants et quand ils voulaient des enfants. Sophie en parlera rapidement, mais c'est un changement majeur. Mais ce qui se passait encore il y a 50 ans, hein, à peine, eh bien, c'est qu'on considérait que l'enfant
était à dresser. On voyait d'ailleurs encore l'enfant comme un petit animal, comme un petit être qu'il allait falloir contrôler et orienter. Et puis, ben, il y a eu tous les travaux, notamment de Françoise Dolto, des travaux qui ont été faits aussi entre les deux guerres mondiales, eh bien, qui ont permis de voir qu'il fallait voir les choses autrement, qu'il ne s'agissait pas de dresser les enfants, mais au contraire de les éduquer, qu'ils étaient déjà des êtres à part entière, qu'ils avaient d'ailleurs des compétences, qu'ils avaient des capacités de réflexion, d'analyse, qu'il s'agissait d'encadrer, d'accompagner, mais pas de contraindre automatiquement. Donc, tout ça pour vous expliquer que la notion de la parentalité a évolué énormément dans les 50 et 70 dernières années, que ce soir, nous allons vous parler d'épuisement parental, que l'épuisement parental, ce n'est pas récent. On sait qu'il y avait de l'épuisement parental avant, mais il y a sans doute aujourd'hui une accélération, une aggravation de cet épuisement parental, et il est important de pouvoir le mettre en parallèle avec tout ce que nous avons connu, je vais dire, dans ce dernier siècle. Alors, ce qui fait, c'est ce que Sophie va nous expliquer maintenant, que la parentalité aujourd'hui a beaucoup évolué et est assez singulière. Alors, eh bien déjà, même avant que les enfants arrivent, quand on parle de parentalité, ce qui biaise quand même un petit peu les choses, c'est qu'on n'en parle que d'une manière très positive. Là, j'ai mis des petites illustrations qu'on pourrait très bien trouver sur un faire-part de naissance ou un article qui parle de parentalité. Vous voyez, c'est très rose, c'est bleu, c'est mignon, c'est rigolo, il y a des petits cœurs et des petites frises, etc. Et ah, c'est super, tu vas avoir un bébé, voilà. Enfin, tout le monde en parle de manière extrêmement positive, tant mieux si c'est quelque part. Mais déjà, ça commence en fait à mettre une pression. Et puis, après, les bébés arrivent et puis ben, parfois, on espère en avoir un. Puis, vous voyez, il y en a 3 qui débarquent d'un coup. Donc là, c'est des pressions supplémentaires. Et en fait, si on regarde ce qui se passe aussi une fois dans les médias, dans la presse, eh bien, là aussi, ça met déjà une certaine pression pour les parents. Là, j'ai quelques exemples de presse écrite. On a toujours des images de bébés qui sont tout beaux, tout roses, avec pas de nez qui coule, pas de pleurs. Les mamans sont souriantes, épanouies. Les princesses sortent de la maternité, elles sont habillées comme si vous ou moi, on allait à un cocktail. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Les parents, là, on quitte les princesses et les mannequins sur les magazines, mais les parents ne postent en général que des photos d'événements positifs qui se passent en famille. Donc, il y a une certaine image de la famille, des super parents, que tout se passe bien, etc. Donc, déjà, on peut imaginer que ça va être compliqué pour les gens qui ne se retrouvent pas et qui ont tendance, comme on a tous tendance à le faire, à se comparer, à dire moi je ne m'en sors pas, alors que je vois que sur les réseaux sociaux, visiblement, tous les autres parents sont gays et ont des familles avec lesquelles ça roule. Et puis, alors que justement, la parentalité aujourd'hui, chez monsieur et madame tout le monde, eh bien, ce n'est pas que les bébés tout roses et les mamans souriantes ou les papas souriants, c'est aussi tout ce qu'il y a sur la partie gauche de cette diapositive. Et donc, on commence à en parler, hein. Nadège disait le burn-out parental ou l'épuisement parental, c'est quelque chose qui n'est pas récent. En tout cas, que ce soit aggravé ou pas, on commence à oser en parler. Et c'est assez récent, hein, et ça, c'est une bonne chose. Donc, par contre, oui, ça ressemble à ce qu'il y a sur la diapositive à gauche chez nous, mais il y a aussi, n'oublions pas, ce qu'il y a sur la diapositive à droite. C'est-à-dire que vraiment, la parentalité, c'est ce mélange de moments difficiles où, reconnaissons-le, on a parfois envie d'étriper notre ado ou de jeter nos enfants par la fenêtre. Et puis, il y a des moments extraordinaires de jeu, de complicité et de bonheur. Et c'est ce mélange des deux. Alors, on a longtemps, voilà, en tout cas, on commence à pouvoir parler de ça. Et ça va vraiment diminuer la pression et aider les parents qui sont en épuisement parental.
Alors, je reprends quand même rapidement là pour revenir sur le fait que être parent, c'est quand même de toute façon être un peu stressé. Être parent, c'est se faire du souci, c'est être plongé dans un monde qui va nous amener évidemment, alors d'abord des nuits courtes, ça c'est certain, mais pas que, qui va nous emmener à un certain nombre de difficultés ou de problèmes. Alors d'abord, être parent, c'est être dans l'anticipation des dangers. Ça, on le fait dès la grossesse, même peut-être avant d'ailleurs, où on commence déjà à s'inquiéter, à se demander comment ça va se passer, à s'inquiéter aussi pour l'accouchement. Et puis après, quand arrivent les premières années du bébé, ben là, à juste titre, hein, il faut avoir beaucoup d'anticipation des dangers, il faut être un peu sur le qui-vive. Et puis les choses se calment généralement, normalement, un petit peu au moment du primaire. Et puis l'anticipation des dangers revient malheureusement quand ils sont ados et qu'ils commencent à sortir le soir et à avoir des premières expériences, etc., etc. Donc ça, c'est quand même vraiment le fait d'être parent. Souvent, on dit, ben voilà, les cheveux blancs arrivent à ce moment-là. Mais oui, c'est vrai qu'il y a cette anticipation des difficultés. Alors, il y a aussi autre chose hein, qui explique le stress des parents, c'est l'immaturité des enfants. On sait aujourd'hui que le cerveau humain va être immature jusqu'à 25-27 ans. Et oui, je sens certains d'entre vous qui se disent oh, tant que ça. C'est vrai que c'est pas, voilà, ça va prendre du temps pour nos enfants de devenir des adultes, d'être raisonnables, d'être capables d'utiliser le devant de leur cerveau. Donc évidemment, cette immaturité des enfants, elle va être une source de stress, notamment quand ils sont petits. Elle va exiger de nous, parents, quelque chose d'indispensable, mais de franchement pas rigolo, qui est répéter, 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 et pas 5 fois, mais 5000 fois. Et c'est ça qui peut être très fatigant et extrêmement épuisant parfois. Et puis, bien, il y a aussi ce qui va être une source de stress, c'est la façon dont nous allons nous projeter et dont nous allons projeter la vie de notre enfant, nos inquiétudes. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va être heureux? Est-ce qu'il va réussir à trouver sa place? Et puis toutes ces projections. Est-ce qu'il faut qu'il fasse du sport? Quel type de sport? Ce serait bien qu'il apprenne plusieurs langues, etc., etc. Et maintenant que nous choisissons pour la plupart du temps d'avoir des enfants, eh bien, nous projetons énormément de choses sur ces enfants. Et quand nos projections eh bien, sont en désaccord avec ce que nous vivons, que par exemple nous avons rêvé d'un petit garçon très sportif et puis que bah, ce petit garçon honnêtement courir derrière un ballon ça ne l'intéresse pas du tout, il préfère jouer avec des Barbies, bah, ça peut parfois être difficile, ça crée quand même une nécessité d'adaptation et toute cette énergie d'adaptation peut entraîner de la fatigue et voire de l'épuisement. Et puis, Sophie l'a abordé déjà, mais en devenant parents, ben, nous avons rêvé aussi du style de parents que nous serions. Nous avons imaginé que nous serions un parent calme, capable de dire les choses avec gentillesse. Nous avons rêvé de ne surtout pas être comme notre mère ou notre père et tout d'un coup, on s'entend parler comme eux. Donc ça, c'est très difficile. Nous avons rêvé d'être un parent présent, etc. Et toutes ces exigences vis-à-vis de nous-mêmes peuvent, on le verra, entraîner aussi un stress chronique qui devient difficile, sans compter que nous ne sommes pas que des parents. Nous sommes aussi des membres d'un couple, nous sommes aussi les membres, bien sûr, d'une communauté, d'une société. Nous travaillons et nous vivons actuellement dans un monde qui est très exigeant, où on devrait être pas que des super parents, on devrait être des super tout. Hein. Je vous rappelle qu'on est censé être
performants, présents au travail, mais en même temps s'occuper de nos enfants, ne pas nous oublier, continuer à faire du sport, manger sainement, dormir suffisamment et en plus avoir une vie sociale active. Donc autant vous dire que là, c'est pas une cape de super-héros qu'il nous faudrait, mais 4 ou 5. Et évidemment, bah, toutes ces exigences, elles aussi, peuvent être créateurs de stress. Et puis, il y a les éléments que l'on n'a pas choisis, hein, les éléments auxquels on doit faire face. Alors, il y a bien sûr la question éventuellement du handicap ou de la maladie, que ce soit des éléments qui nous concernent, nous parents, ou qui concernent nos enfants. Et ces spécificités vont accentuer la notion de stress. Et puis, il y a, bien, nous l'avons vu, hein, tous les stress extérieurs, les difficultés de couple, les difficultés au travail aussi qui peuvent intervenir, les pandémies, ce genre de choses qui vont avoir un impact aussi, mais qui vont faire que notre parentalité va être fragilisée, plus difficile, et que nous allons eh bien, nous retrouver sous stress. Alors, être parent, c'est être soumis à des stresseurs, c'est ce que nous venons de voir. Il y a ce qu'on appelle ces stresseurs ordinaires, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, anticiper, etc., etc. Et puis, eh bien, il y a aussi des ressources, il y a aussi les moyens de se ressourcer. Et normalement, eh bien, tous ces moments où ça va bien, ces moments où nous sommes heureux d'être en famille, où nous pouvons souffler, vous savez, ces moments où on a l'impression d'avoir une famille carte postale. Alors, il faut vite prendre la photo, hein, parce que c'est normal que ça ne dure pas très longtemps, mais normalement, eh bien, ces éléments de ressources nous permettent de faire face à ces stresseurs et nous permettent de les supporter. Mais je le rappelle, chacun d'entre nous, hein, Sophie et moi-même, nous avons beau être formés, etc., nous les connaissons aussi très très bien, ces stresseurs. Chacun d'entre nous peut subir ces stresseurs. Ce que va nous expliquer maintenant Sophie, eh bien, c'est que le burn-out ou l'épuisement parental, eh bien, c'est une modification de cet équilibre entre stresseurs et ressources. Alors, cette diapo que vous avez là, elle résume vraiment tout parce qu'on a tendance à penser qu'effectivement, quand on a un critère particulier à la maison, par exemple, oui, moi j'ai plusieurs enfants et ils sont très rapprochés, ils sont tous petits, ou j'habite dans un appartement très petit, ou je suis maman solo, ou je n'ai pas beaucoup d'argent, etc. Évidemment, ça rajoute de la complexité, ça rajoute du stress, mais les spécialistes en burn-out parental expliquent bien qu'à eux seuls, ces stresseurs ne peuvent pas expliquer le burn-out parental. Ce qui va conduire à l'épuisement ou au burn-out parental, c'est un déséquilibre entre les stresseurs et les ressources. C'est-à-dire quand on n'a plus assez de ressources pour faire face à ces stresseurs qui deviennent trop intenses et qui sont présents pendant trop longtemps. Alors, le burn-out parental, c'est beaucoup plus récent que le burn-out professionnel, hein, qui avait déjà été étudié dans les années 60. Donc, il a fallu attendre à peu près 1980 pour étudier ça. Les premières études ont été faites chez des mères au foyer. Donc, vous voyez, on pourrait toujours tout de suite penser, oui, et ça n'existe que chez les parents qui travaillent. C'est faux, parce que ce n'est pas suffisant comme critère, le fait, par exemple, d'avoir un travail très prenant. Il y a des gens qui ont un travail très prenant et qui ne vont jamais être en burn-out parental parce qu'ils ont suffisamment de ressources pour faire face à tout ça. Donc, en tout cas, ça a été étudié à partir des années 80. Et ça, tu peux changer de diapo, Nadège, s'il te plaît? Merci. Voilà, donc les caractéristiques du burn-out parental, il y en a 4. Pour pouvoir parler d'épuisement parental, eh bien, il y a déjà cet épuisement physique et psychologique, mais extrêmement physique, avec ces difficultés du sommeil qui aggravent en fait cet épuisement physique, cette fatigue intense que ressentent les parents qui décrivent
Ça, il y a des parents, je me rappelle un exemple qu'on nous avait donné, c'est que quelqu'un avait dit: «Je me sens comme une bougie qui se consume de l'intérieur». Quand on imagine cette bougie qui se consume et qui fond comme ça, il y a plus de ressources et puis la flamme diminue et la personne est vraiment dans un épuisement physique très, très intense. La perte d'efficacité, je suis moins efficace comme parent. La distanciation, alors ça, c'est intéressant parce que, la distanciation, ça veut dire que c'est un parent qui ne prendra plus plaisir, dans la parentalité et il va faire uniquement le minimum de base, je dirais, au quotidien, au moins au début encore. C'est-à-dire, il fera peut-être les conduites scolaires, mais peut-être que les toilettes des enfants ne seront même pas faites tous les jours alors qu'elles l'étaient avant, par exemple. Évidemment, il va leur donner à manger, mais histoire de les nourrir, il n'y a plus ce plaisir, je prépare un repas, je joue avec eux, je m'occupe d'eux, je les conduis, et cetera, même si parfois ça me fatigue aussi. Donc c'est vraiment, il y a de la distance par rapport aux enfants parce qu'il y a même plus de plaisir à être avec eux, quoi. Moi, je me rappelle d'une maman qui me disait: J'avais mes petits qui s'accrochaient à mes jambes et ça ne me faisait rien, quoi». Parce qu'elle était dans un tel état d'épuisement que, et ça quand on n'est pas, quand on est en dehors de ça, on a du mal à comprendre qu'un parent puisse se comporter comme ça, mais voilà, c'est ça, cette distanciation, c'est ça ne le touche même plus. Mes enfants pleuraient à côté de moi, assis par terre et je n'avais plus de ressources, ni l'envie ni la ressource pour les consoler, pour jouer avec eux, pour partager des moments, positifs, en tout cas avec eux. Et le contraste, alors ça, c'est très intéressant, le contraste, le parent ne se reconnaît plus par rapport aux parents qu'il était avant. Ça, c'est important parce qu'il y a des parents, dès le départ, qui n'ont pas choisi d'être parents. Voilà, donc eux, dès le départ, ça se passe mal, la parentalité, c'est pas leur truc, etc. Dans le burn-out parental, c'est pas le cas. C'est des parents avant qui prenaient du plaisir, qui avaient des ressources, voilà, qui faisaient comme tout à chacun un tas de tâches, un tas d'activités au quotidien avec leurs enfants. Mais là, eh bien, tout ça, c'est fini et c'est d'ailleurs, souvent quelque chose qui est remarqué par l'entourage quand on interviewe le conjoint ou la conjointe ou des personnes proches. On dit: «Bah, elle a changé, il a changé. Avant, elle prenait plaisir à participer à des activités avec les enfants. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini». On sent que c'est vraiment, plus une contrainte qu'autre chose. Et juste une petite, parenthèse, vous voyez, dans le burn-out professionnel, on va retrouver l'épuisement, la perte d'efficacité. Par contre, on n'a pas de distanciation, mais on a ce qu'on appelle une dépersonnalisation. C'est-à-dire que, par exemple, si on travaille, mettons, je sais pas, dans un milieu hospitalier, on va plus parler des patients avec, madame X ou monsieur Y, on va dire, la chambre 51, voilà, on va parler de tout comme ça, tout est dépersonnalisé et c'est juste, voilà, pour, si vous vous posez des questions sur la différence un petit peu, entre burn-out professionnel, évidemment, le contexte est complètement différent, mais en tout cas dans les caractéristiques, ça, pour parler de burn-out parental, il faut que ces 4 caractéristiques soient présentes. Alors, quelles vont être les conséquences de l'épuisement parental? Alors, les conséquences, hein, il va bien sûr y avoir des conséquences sur les parents. Sophie a commencé à les décrire. Ces conséquences peuvent être très visibles, mais elles peuvent être aussi très insidieuses. C'est-à-dire que, et c'est bien le problème du burn-out parental, c'est que les parents viennent rarement consulter en disant je supporte plus mes enfants, j'ai plus envie d'être avec eux, je regarde mes enfants et ça me fait plus rien. Non, ce sont d'autres signes qui sont parfois mal interprétés ou en tout cas cachés sous d'autres. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une irritabilité qui est souvent le premier signe d'alerte, qui est souvent repéré aussi. Évidemment, il y a moins de patience, il y a moins de tolérance, il y a quelque chose qui est voilà, on sent une tension, mais qui dure, hein, parce que c'est normal d'avoir certains soirs où on est beaucoup moins disponible, mais c'est quand quelque chose va s'installer de façon chronique et cette irritabilité devient constante. Il y a aussi des éléments qu'on retrouve. Alors le sommeil, Sophie l'a déjà cité, mais on retrouve aussi des problèmes de santé, l'apparition de migraines qui peut-être étaient là, mais qui s'amplifient, d'eczéma
l'eczéma, des éléments qui font que physiquement, il y a des signaux corporels qui se mettent en place. Un manque d'énergie, évidemment, peut-être une hypersensibilité, quelque chose de l'ordre à fleur de peau. Et puis, il y a des comportements addictifs qui peuvent commencer à se mettre en place. Alors, on pense à l'alcool, aux drogues, mais pas que. Le café, par exemple, le comportement addictif au téléphone. Je m'éloigne de ce que je suis en train de vivre en me plongeant dans le téléphone sur certains jeux, des choses comme ça. Des comportements addictifs, alors là, c'est peut-être plutôt du côté des hommes, mais pas que, sur le fait de dire je vais rester plus longtemps au bureau parce que au bureau, c'est moins stressant qu'à la maison. Et je vais retarder le moment où je rentre. Et puis, on retrouve aussi des problèmes psy, mais alors là, on est déjà souvent bien avancé dans l'épuisement avec des idées suicidaires, des idées de disparition. D'ailleurs, parfois, les parents finissent par partir et l'envie de fuir, de tout plaquer sans laisser d'adresse. On retrouve des conséquences évidemment aussi pour le couple, beaucoup d'irritabilité, beaucoup de conflits avec un partenaire qui ne sait pas toujours non plus comment réagir, qui est souvent bien intentionné mais bien maladroit et qui peut sans le vouloir aggraver en réalité le sentiment d'incompétence et le sentiment d'épuisement de l'autre parent. Et donc, cette irritabilité se retrouve avec des conflits qui apparaissent même devant les enfants et donc qui vont venir évidemment amplifier la difficulté en plus familiale. Et puis, alors, des conséquences sur les enfants, alors de la négligence physique et affective, on n'est pas automatiquement dans la maltraitance, hein. Malheureusement, ça peut y arriver si on n'entend pas que cet épuisement est en train d'arriver, mais non, souvent c'est des petites, entre guillemets, négligences, moins d'énergie pour faire les devoirs, moins d'énergie pour les bains, pour ce genre de choses, et puis ça peut aller quand même plus loin sur des violences verbales, physiques, psychologiques, et puis avec des enfants quand même qui sont touchés quoi qu'il arrive. On peut avoir des enfants plus angoissés, plus nerveux, des problèmes de nurésie, ils refont pipi au lit, des choses comme ça. Les enfants sont souvent quand même un peu le thermomètre, le baromètre de ce qui se passe dans la famille et ils peuvent être un indicateur avant même que le parent se l'avoue que le parent est actuellement en épuisement et en difficulté. D'où l'importance, et c'est ce que nous allons voir maintenant, excuse-moi Sophie, d'où l'importance de bien prendre en compte cette fameuse balance ressources et stresseurs. Ouais. Et la phrase qui est en dessous, elle est importante. La balance est commune à tous les burn-out parentales, mais chaque burn-out parental a son histoire. Hein, c'est vraiment, voilà, le fait que ce soit commun, c'est qu'épuisement parental veut dire déséquilibre de la balance, évidemment, avec pas assez de ressources par rapport au stresseur, mais chaque histoire est différente. Et ça, c'est important, et notamment, je pense par exemple aux parents qui, alors c'est souvent la maman qui ne travaille pas et elle a encore plus de difficultés, par exemple, à reconnaître qu'elle est en burn-out parental. Non seulement parce que parfois l'entourage aussi renvoie ça, quoi. Ah, toi, tu ne travailles pas, donc soit l'entourage renvoie, soit soi-même, on se dit, je ne devrais pas me plaindre, je ne travaille pas, etc. En fait, les personnes qui ne travaillent pas souvent, eh bien, mettent la barre éducative encore plus haute et se mettent encore plus d'activités à faire aux enfants, etc. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, on va retrouver aussi beaucoup de personnes en burn-out parental chez des parents, par exemple, qui ne travaillent pas. Donc, c'est vraiment, toutes les histoires sont différentes. Ce n'est pas parce qu'on travaille ou ne travaille pas qu'on a beaucoup ou pas beaucoup d'enfants, etc., qu'on est toute seule ou pas, encore une fois, que c'est ça qui va faire qu'on va tomber en burn-out parental ou pas. Alors, pour poursuivre, alors quelques exemples quand même avant de voir un petit peu ce qu'on pourrait proposer, quelques pistes. Quelques exemples de stresseurs. Voilà, quelqu'un qui dit je ne peux jamais compter sur mes proches.
Ça, c'est quelqu'un qui se sent vraiment très isolé. J'ai des standards élevés en tant que parent, je mets beaucoup la pression, hein, des gens qui sont vraiment aussi dans le côté, ils ont des attentes très, très élevées, quoi, par rapport, comme l'a dit Nadège au début, aux réussites des enfants ou dans leur style éducatif à eux, etc. Et puis en face, dans les ressources, et quelques exemples de ressources, je sais exprimer mes émotions, mes besoins, donc je vais savoir peut-être faire des demandes à mon conjoint ou à mes enfants s'ils sont suffisamment grands pour leur dire que ça ne va pas, que j'ai besoin d'aide, que j'ai besoin que chacun participe aux tâches de la maison. La cohérence dans le couple, hein, ce qu'on appelle la coparentalité aussi, ça c'est très très important sur la façon d'éduquer les enfants. Euh, et, et, euh, et les experts en burn-out parental insistent beaucoup. Alors oui, c'est vrai que les papas participent plus aujourd'hui, mais pour utiliser un terme très à la mode, la parentalité reste vraiment très, très, très genrée. C'est 70% des femmes qui s'occupent globalement de la parentalité au sens de l'éducation des enfants, etc. Même si on est d'accord, les papas, les jeunes papas en tout cas, participent plus. D'ailleurs, par rapport aux papas, les papas aussi, hein, on a mis souvent des exemples avec des mamans dans nos visuels ou dans nos exemples. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'un papa va tomber plus rapidement qu'une maman dans l'épuisement parental. Ils sont un peu plus vulnérables, un peu plus fragiles. Qu'une maman aura plus de ressources en elle, va prendre sur elle pendant plus longtemps avant de s'effondrer. C'est vraiment ça l'idée, mais ça touche les deux sexes. Ça touche plus les femmes parce que les femmes s'occupent plus des enfants. Voilà. Alors, juste petit bug, nous avons perdu Sophie. La voilà. Sophie? Oui, je suis là, ça va? Voilà, ok, nous t'avions perdu. Je disais que par rapport aux stresseurs et aux ressources, on vous donnera tout à l'heure un lien pour aller faire des tests et évaluer aussi vos ressources et vos stresseurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a identifié qu'on était soit déjà en burn-out parental? Alors, évidemment, on ne peut que vous conseiller de consulter. Il y a des gens qui sont formés pour accompagner les parents qui sont en burn-out parental. Alors, soit quand on y est déjà, soit qu'on sent qu'on risque d'y arriver, on va dire. Alors, quelques pistes qu'on peut partager avec vous. Eh bien, une fois qu'on a identifié des stresseurs, c'est peut-être intéressant de se dire, est-ce qu'il n'y en a pas que je peux retirer? Hein, l'exemple qui vient, qui est marqué là, c'est qu'il y a des familles où les enfants ont un nombre énorme d'activités extrascolaires. Et pour se rendre à ces activités extrascolaires, il faut que le parent fasse le taxi, par exemple, donc plusieurs enfants, différents âges, plusieurs activités dans différents endroits. Des parents qui vont passer des mercredis, des samedis, voire des dimanches à faire le taxi pour amener les enfants à ces activités. Ces activités extrascolaires, parfois, ont un coût. Donc, c'est beaucoup d'argent investi là-dedans et peut-être moins d'argent qu'on pourrait utiliser pour se faire aider par une tierce personne ou pour profiter de faire, je ne sais pas, d'aller se faire masser quand on en a besoin, quand on est trop fatigué, etc. Donc, vous voyez, c'est un tout, quoi. C'est vraiment l'idée, c'est lister tout ce qui est des charges, les activités, et puis de se dire qu'est-ce que je garde ou qu'est-ce que peut-être qu'on peut retirer, au moins en partie et au moins pour l'instant. Vous voyez, donc ça, ce sont des exemples. Donc, retirer des stresseurs. Parfois, on ne peut pas les retirer, mais on pourrait se dire, est-ce que je peux les alléger? Eh bien, par exemple, si les devoirs représentent quelque chose qui utilise beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour un parent, eh bien, peut-être que l'école où les enfants vont propose une étude dirigée où les enfants peuvent être aidés et quelqu'un va prendre en charge ce temps des devoirs pour que le parent puisse se reposer, etc. Si c'est avec des jeunes enfants, est-ce qu'il n'y a pas une halte garderie près de chez moi qui pourrait prendre quelques heures par semaine les enfants, et ça, c'est important. C'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on ne peut pas mettre ses enfants quelques heures par semaine dans une halte garderie. Alors, je sais que dans les grandes villes, il y a parfois des problèmes de place, mais pas toujours. Est-ce qu'on ne pourrait pas, avec d'autres mamans, voilà, trouver une maman qui prendrait les enfants aussi quelques heures et puis faire un échange autrement voilà, ça se fait beaucoup, ça, des espèces de troc de service, quoi. Pour alléger comme ça. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune maman, j'avais une amie comme ça qui avait eu son troisième et qui était extrêmement fatiguée et puis qui avait une vie de couple
compliqué parce qu'elle n'arrivait plus à sortir. Je lui ai dit: «Écoute, moi, comme cadeau, ce que je te fais, je viens un soir chez toi, je les garde, tes enfants, et sors avec ton mari». Et vous voyez, je me dis qu'on pourrait proposer facilement des petites choses comme ça. Les gens pourraient demander aussi, mais parfois c'est compliqué. Donc, c'est ça, alléger des stresseurs, sans forcément, les supprimer complètement. Alléger un stresseur, eh bien, ça pourrait être aussi revoir qui fait quoi dans la famille. On vous a posté sur notre page Facebook il n'y a pas longtemps, quelque chose sur la délégation, par exemple, hein. Est-ce que je peux déléguer telle ou telle tâche à mon conjoint, ma conjointe, à mes enfants? Est-ce que je peux le déléguer d'un seul coup? Est-ce qu'il faut leur apprendre à le faire pour que ce ne soit plus moi qui le fasse, et cetera? Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons d'alléger ces stresseurs. Mieux utiliser des ressources déjà présentes, la coparentalité, ça c'est le meilleur exemple. Alors, c'est pas toujours simple, mais ça se discute. On communique dans le couple et puis on essaie de voir qui fait quoi, sans forcément aller dans, je fais ça et ça, donc tu dois en faire autant que moi. Essayons de choisir peut-être en fonction de nos compétences ou bien de ce qu'on aime faire ou pas, et puis, pour se décharger comme ça d'un certain nombre de tâches. Mais ce n'est pas que dans le couple. Encore une fois, ça peut être avec des voisins, avec des amis, avec, des parents, bref, une association, essayer de trouver comme ça comment on pourrait un petit peu, partager les choses. Et puis, ajouter des ressources pas encore présentes. Alors là, nous, à l'atelier des parents, enfin à PECOM, c'est quelque chose, sur lequel on travaille beaucoup, même si on a différentes activités pour essayer de travailler les 4, comment les 4, possibilités, hein, retirer, alléger ou mieux utiliser les ressources. On travaille beaucoup sur ajouter des nouvelles ressources, notamment des ressources en matière de communication. Comment je peux justement, dire les choses pour que mes enfants, soient plus aidants à la maison? Comment je peux reposer un cadre pour que ça parte pas dans tous les sens? Comment je peux apprendre à exprimer mes émotions, à être plus empathique envers les autres, et cetera. Bref, tous ces outils de communication peuvent vraiment devenir des nouvelles ressources qui font défaut à certains parents. Et voilà, il y a un tas d'autres activités. C'est juste pour vous donner quelques pistes comme ça. Hem, on n'est pas démunis, quoi. Il y a pas mal de choses à faire quand même, quoi. Et la première chose à faire, c'est d'entendre, que ce n'est pas un tabou, que ça peut arriver à chacun d'entre nous, hein. C'est vraiment une question de déséquilibre. C'est pas qu'on est capable ou pas capable, c'est qu'à un moment de notre vie, on se retrouve dans ce déséquilibre qui s'installe, et c'est le déséquilibre qui nous met en difficulté. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que la première piste, hein, pour faire face à l'épuisement parental ou pour éviter d'y tomber, parce qu'on va tous flirter parfois, hein, avec ce risque, c'est de pouvoir en parler autour de soi, de pouvoir en parler à des professionnels évidemment de santé. Alors, nous travaillons beaucoup avec une équipe belge, une équipe de chercheuses en psychologie qui travaillent pour l'université de Louvain, et c'est vraiment elles qui sont en train aujourd'hui de formaliser tout ce concept de burn-out parental, et elles ont mis en place des tests que vous pouvez aller faire gratuitement via Internet pour vous permettre déjà de valider, hein, si vous êtes ou pas. Généralement, on le sait quand même un petit peu, mais c'est intéressant de savoir si on l'est réellement ou si on s'en approche. Et puis de découvrir nos facteurs de risque et de protection, d'avoir un peu une idée, hein, de notre balance, sachant que c'est une balance à un instant T, que les choses peuvent évoluer, que les choses peuvent changer, et qu'aujourd'hui, c'est ce que disait Sophie, vous voyez, on a quand même 4 plans sur lesquels travailler, mais on ne peut changer que ce que l'on connaît.
Donc, il faut déjà pouvoir se dire qu'on est en épuisement parental ou qu'on s'en approche, qu'on est face à une difficulté, que cette difficulté elle devient chronique. Et j'insiste, hein, ce n'est pas parce qu'on est un mauvais parent ou parce qu'on n'est pas compétent qu'on se retrouve dans l'épuisement parental. Sophie le disait tout à l'heure, c'est même parfois l'inverse, c'est parce qu'on veut être un trop bon parent qu'on finit parfois par tomber dans cet épuisement parce que voilà, on donne trop et on ne récupère pas assez. Voilà pour l'épuisement parental. Sophie, je te laisse peut-être nous présenter en un mot notre prochain webinaire qui sera en novembre à cause des vacances de la Toussaint en octobre. Donc, ce sera en novembre. Et puis après, nous répondrons aux éventuelles questions. Oui, voilà, donc le thème s'affiche à l'écran. Nous allons parler de motivation. Hein. Qu'est-ce que c'est que la motivation? Comment est-ce qu'on peut la développer chez soi, chez les autres? Donc, ça va être intéressant. On va parler de motivation interne, de motivation externe. On va essayer de définir ça et puis de voir quelles ressources on pourrait rajouter un petit peu dans notre petite escarcelle pour développer la motivation de nos enfants et de nos ados, en tout cas. Donc, sujet passionnant en perspective. Oui. D'ailleurs, on parlera à ce moment-là des ados. Ça nous permet quand même de dire que dans l'épuisement parental, il n'y a pas que des parents de jeunes enfants. Hein. Loin de là, il peut y avoir des parents, il y a des parents de tout âge et il y a aussi notamment des parents d'ados. On devient fragile, un parent amateur à l'adolescence. Absolument. Bien, alors, je vais maintenant arrêter cette projection et puis nous allons voir s'il y a des questions. Alors, peut-être par écrit, si cela vous est possible, ou éventuellement vous rebranchez votre micro pour pouvoir poser la question et que nous ayons l'occasion d'y répondre. Alors, c'est souvent la première question la plus difficile. Passons directement à la deuxième, si vous le voulez. Ou peut-être qu'il n'y en a pas. Si vous voulez poser votre question par écrit, vous pouvez, si vous mettez tout le monde va la voir, mais vous pouvez aussi sélectionner ou Sophie ou moi-même et nous aurons, nous aurons la possibilité de la lire. Alors, il y a des mamans qui disent merci, merci beaucoup. Et oui, effectivement, voilà, c'est ce que nous disions, nous pouvons flirter avec le burn-out, notamment quand, à certains moments de notre vie, dans certaines configurations, et puis heureusement, avoir les ressources nécessaires à ce moment-là pour ne pas... pour ne pas tomber, sombrer dans le burn-out. Mais par contre, c'est intéressant parce que quand on a flirté avec, comme vous l'avez écrit, ça permet aussi de se dire, attention, ça reste maintenant des alarmes. Ça reste ce qu'on appelle, nous, des warnings. Hein, vous savez, les lumières qui clignotent comme ça sur nos voitures. S'il y a un autre moment de votre vie parentale, bien, vous voyez ces petites lumières qui commencent à s'allumer. C'est le bon moment, ce sont des bons signaux pour se dire, oh là là, attention, qu'est-ce qui est en train de m'arriver et quelles ressources je peux aller chercher maintenant, hein, des ressources personnelles, des ressources dans mon environnement, des ressources chez mes enfants. Quelles ressources je peux aller chercher pour m'éviter d'arriver jusqu'à cet épuisement. Oui, beaucoup plus à l'écoute. Nos émotions sont de très bons signaux. Hein. Vous avez entièrement raison. Nos émotions, il faudra qu'on organise un webinaire sur les émotions. Tiens, d'ailleurs, Sophie, on s'était dit qu'on le ferait. Nos émotions sont effectivement un très bon, elles aussi, un signal. Bon, écoutez, il n'y a peut-être pas d'autres questions.
Alors, de toute façon, ah bah si, merci. Une question. Euh, oui. Alors, avoir une activité en dehors de l'espace parental est même indispensable. Ça peut aider. Et alors, je sais que c'est difficile d'aller faire du sport, surtout quand on est maman, on aimerait, mais voilà. Mais il y a une activité qui est extrêmement simple à faire, quitte à tant pis traîner les enfants avec nous, c'est le fait d'aller marcher. Alors, idéalement, bah, si vous pouvez aller marcher seul quand quelqu'un revient, voilà. Ou alors, si vous ne pouvez pas, c'est d'aller marcher même à pied pour aller chercher des enfants à l'école et revenir à pied. Je voyais aujourd'hui une étude qui montrait des IRM, donc qui montrait notre cerveau et qui montrait un cerveau inactif, entre guillemets, la personne ne bouge pas, et un cerveau après 20 minutes juste de marche, hein, juste de la marche. Et la différence était énorme, notamment dans l'autorégulation de l'énergie. Donc oui, une activité en dehors de l'espace parental, c'est vraiment bien. Ça peut être une activité sportive, mais ça peut être aussi aller suivre des cours de cuisine, de peinture ou autre, si c'est possible. Mais sinon, même déjà marcher ou faire le tour. Euh, voilà, du jardin et ça calme bien, effectivement. C'est un énorme avantage. Est-ce que Sophie, tu aurais aussi un... Oui, non, j'étais en train de penser que voilà, la marche ou une activité, comme tu le dis si bien, voilà, c'est une ressource qu'on va rajouter dans la balance. Donc, ça, plus tout ce qui va vous faire du bien à vous. Si la marche, pour vous, c'est un truc que vous détestez, évidemment, vous n'allez pas, comme ça, forcément, du jour au lendemain, vous mettre à marcher. Mais il faut vraiment essayer de trouver des ressources pour que cette balance retrouve un équilibre. C'est vraiment ça, il faut vraiment avoir cette balance dans la tête, ce déséquilibre. Et effectivement, bon, après la marche, comme tous les sports, ça fait du bien parce que ça nous fait sécréter des endorphines déjà, donc ça nous fait du bien. C'est bon pour notre santé, ça nous calme et tout ça et tout ça. C'est sûr que dès qu'on peut, on essaye de faire un petit peu d'activité, en tout cas physique. Ça, c'est sûr que c'est bon pour la tête et le corps. Je n'ai pas pu tout, nanana. Les outils de communication quand on est épuisé pour éviter de crier, de s'énerver sur les petits, oui. Comment trouver tous ces outils de communication? Eh bien, quand on est épuisé, il faut les apprendre avant d'être épuisé. En période où on est en capacité de les apprendre, c'est sûr que ce n'est pas à chaud que c'est terrible. Il faut surtout, quand on se lance dans l'apprentissage de ces outils de communication, y aller à PPPPP, premier plus petit pas possible. C'est-à-dire que nous, dans nos ateliers, la première chose qu'on recommande aux parents, et en fait, on leur recommande à la fin de chaque rencontre, c'est de choisir un premier plus petit pas possible. Parce qu'évidemment, nous, nos ateliers, bon, ça dure 2 heures et demie, on se rencontre 5, 7 fois, peu importe. Pas vous dire qu'au bout de 7 fois, ça y est, 100%, vous allez être au taquet, etc. Non, on a tous une histoire, une vie, un quotidien qui nous est propre. Il y en a qui vont aller très vite là-dedans, cet apprentissage. Il y en a pour qui ça va être plus long et ce n'est pas ça le problème. C'est de commencer à avancer et d'apprendre ces outils de communication petit à petit, chacun son rythme. Parce que ça pourrait, vous voyez, l'apprentissage de la parentalité positive, de ces outils de communication positive peuvent vraiment être une ressource. Par contre, ça peut aussi être un autre facteur de stress. Quelqu'un qui vient en atelier, qui est perfectionniste, qui se dit « je ne serai une bonne maman que lorsque j'arriverai à faire de la communication positive du matin au soir », eh bien, vous pouvez être sûr que là, c'est la bonne chose à faire pour aller droit dans le mur, quoi. Donc, c'est comme pour tout. C'est une question de dosage, il faut accepter nos propres limites, il faut savoir se faire aider, il faut aller à son rythme, il faut essayer d'arranger des petites choses. Moi, je dis aux parents, vous choisissez un outil et vous vous dites pendant un mois, pendant un trimestre, je ne travaille que cet outil-là, ou je choisis une situation qui est compliquée dans mon quotidien et je vois dans les outils qu'on a appris, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour gérer mieux cette situation et le reste, ça attendra. Vous voyez, parce que ça peut être très culpabilisant et ça peut devenir un stresseur en soi, le fait de se dire il faut que je sois un parent qui fasse de la parentalité positive. Ça, chez APECOM, on est très, on essaye, voilà, on dit toujours aux animateurs, attention à la culpabilité que le parent pourrait ressentir si
pour X ou Y raison, ils n'arrivent pas à mettre en place ces outils, c'est pas grave. Aujourd'hui, ça fonctionne pas. Demain, on réessaye et après-demain, on réessaye encore et encore et encore. Et ça, c'est extrêmement important parce que sinon, là, vous rajoutez de nouveau un stresseur, quoi. Mmh mh. Alors, on nous demande aussi quels conseils donner aux professionnels quand ils accompagnent des familles dont les mamans peuvent être en burn-out. Alors, le premier conseil à donner aux professionnels, c'est de parler de ce syndrome d'épuisement parental. Trop de parents ne savent pas encore que c'est un syndrome, qu'il existe, que voilà, on admet le burn-out au travail et on a du mal à l'admettre du côté parental. Donc déjà, il faut en parler, montrer, on mettra notre webinaire sur YouTube, il y a tout, on mettra une bibliographie avec aussi pour vous permettre de le présenter. Ça, c'est des éléments qu'on va pouvoir vous mettre ou même vous envoyer. Et puis, ce qu'il faut aussi, si on peut, c'est aider à ce moment-là les mamans à identifier leurs ressources. Comme vient de le dire Sophie, il faut venir rajouter des ressources ou en tout cas en enlever, mais ça, c'est pas toujours simple. Essayer de voir avec elles comment rajouter des ressources, même toutes petites, voilà. Et effectivement, il faut enlever cette pression du parent parfait, hein, ça qui est absolument terrible. Alors, n'hésitez pas à montrer. Nous, on aime beaucoup les humoristes parce que les humoristes, elles viennent montrer, elles viennent nous permettre de rire de ce qui nous ferait peut-être pleurer. Et eh bien, il y a une humoriste qu'on aime beaucoup qui s'appelle Véronique Gallo, que vous trouverez, qui faisait pendant très longtemps des petits sketchs sur la parentalité, et alors qui continue aujourd'hui, mais dans un autre style. Mais vous trouvez toutes ces vidéos sur YouTube, et vraiment, je vous invite à aller voir Véronique Gallo. Ça vous permettra d'en rire, et ça vient nous montrer qu'être un parent parfait, d'abord, c'est impossible. Et puis surtout, c'est une très mauvaise idée. Alors, je vais vous dire pourquoi, hein, on le dit souvent avec Sophie, mais d'abord, il va falloir que vos enfants aient quelque chose à vous reprocher, notamment au moment de l'adolescence, parce que sinon, ils ne vont pas partir. Et moi, j'ai des ados à la maison et il y a un moment où on veut qu'ils partent. Je vous le dis. Donc, de toute façon, il faut avoir des défauts parce qu'il faut qu'ils aient envie de partir. Et puis, ça, c'est pour l'humour, mais de façon plus sérieuse. Être parent, c'est essayer de faire différemment, peut-être mieux que nos propres parents. C'est essayer de faire des choses qui nous correspondent, et il va falloir que nos enfants puissent faire mieux que nous. Donc, il va falloir que nous soyons imparfaits. Il va falloir que nous ayons un certain nombre d'erreurs et de faiblesses pour qu'ils aient envie de faire mieux que nous. Donc, voilà. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Sophie? Non, Enfin, écoute, Françoise. voilà, l'histoire du parent parfait, c'est vrai, la question est pertinente parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça que là aussi, il faut y aller petit à petit. Peut-être se dire, qu'est-ce que je peux enlever dans ce que je fais? Puis voilà, comme un petit défi, demain, je ne vais pas faire cela, et on verra ce qui se passe, et le parent pourra voir que la vie continue, que la famille s'écroule pas, parce que peut-être, on n'a pas donné le bain tous les jours au tout petit et qu'on a dit une fois par semaine: «Je donne pas le bain». Voilà, et qu'est-ce qui va se passer? Et ben voilà, les enfants vont se réveiller, vont dormir, vont manger, vont jouer C'est ça. comme tous les jours. Voilà, c'est se donner des petits défis pour essayer de se dire, c'est possible, et je pense que ce qui peut aider aussi ça, c'est la force du groupe. Nous, on s'en rend compte dans nos ateliers parce que les parents, voilà, qui ont accès d'habitude à ce qu'on montrait au début sur les réseaux sociaux, où on voit que des parents qui ont l'air parfaits en tout cas, eh bien, se rendent compte quand, dès que le groupe démarre, les parents se rendent compte que l'herbe n'est pas plus verte à côté, que tout le monde finalement n'arrive pas à faire les devoirs aux enfants, à leur faire manger des carottes ou je sais pas quoi, et que finalement, et on rigole beaucoup dans nos ateliers, et je pense que ça les aide à ne pas essayer d'être un parent parfait, quoi. Ça déculpabilise, et ça aide beaucoup les parents qui auraient cette tendance en tout cas. C'est ce qu'on a pu observer. Pour les ateliers, alors là, c'est pour les Alpes de Haute-Provence. Moi, je vous encourage à aller sur notre site. Si vous ne trouvez rien,
vous appelez il y a toutes les coordonnées sur notre site et Sandrine, qui est notre assistante, elle regarde toujours en fonction de là où vous habitez, les animateurs qui sont formés et elle peut vous mettre en relation avec quelqu'un. Voilà. Donc, et puis, au pire du pire, il y a des animateurs qui font aussi des ateliers en Zoom. Alors, je réponds juste à la dernière question avant que nous nous quittions. On parle de flirt, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on touche le fond. Ce que racontent quand même les parents, les parents que nous avons eus ou vus qui ont souffert d'épuisement parental, ils racontent qu'ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent, et puis il y a un jour où ça craque. Et effectivement, ben souvent, quand on se dit qu'on n'a pas d'autre choix, notamment ben, quand on est maman solo ou quand on est face à des situations particulières, eh bien, on tient, on tient, on tient. Et vous voyez, c'est amusant, mais j'ai un élastique là devant. Et donc, vous voyez le problème, c'est de tenir, 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 tenir. Mais à force de tenir comme ça, vous avez le risque, hein, je pense que tout le monde commence à s'en rendre compte, qu'en réalité, ça craque. Donc, attention, attention à cela. Et le fait de vous dire, c'est ce que disait Sophie, j'en suis là, qu'est-ce que je ne fais pas demain? Qu'est-ce que je ne fais pas demain pour que ça diminue un petit peu? Voilà, parce que quand vous sentez que c'est trop tiré, malheureusement, vos enfants ne vont pas venir vous voir en vous disant, maman, tu es trop fatiguée, il faut que tu te reposes. Malheureusement, il va falloir que ça vienne de vous. Donc voilà, c'est des petits pas et d'oser en parler. Vraiment, oser en parler parce que vous verrez beaucoup de parents autour de vous sont en réalité dans des situations assez proches. C'est ce que expliqué Sophie. Bien, alors écoutez, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été présents. Nous mettrons sur les réseaux sociaux une bibliographie qui vous permettra d'aller plus loin. Et d'ici quelques jours, nous mettrons aussi ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube. Ça vous permettra de venir le voir à nouveau. Ça vous permettra éventuellement aussi de le diffuser, l'envoyer à des amis si voilà, vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis, on aura le grand plaisir de vous retrouver le 18 novembre pour parler de motivation. Avec plaisir. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.